Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Nous avons comme invité donc pour cette seconde partie Monsieur Germain Meba qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Monsieur Meba, bonjour. Bonjour. C'est un privilège de vous avoir au plateau. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT. Merci. C'est aussi un privilège pour moi d'être accueilli par New World TV en vue de débattre de tous les problèmes du secteur privé togolais. Et puis au niveau même de la sous-région, vous dirigez donc Oui, le regroupement des présidents des chambres de commerce au niveau francophone. Oui, d'abord je suis le président de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest. Et en même temps, président de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, dont il y aura une assemblée très prochainement en vue à Paris, où on va parler de nos problèmes consulaires. Pourquoi c'est Paris, vous avez choisi? Et Paris, on appelle ça les universités d'été, où chaque juillet, nous sommes là-bas pour... Oui, c'est un grand monde consulaire où les gens débattent des problèmes du secteur privé. Et c'est devenu une habitude. Et nous sommes toujours là présents pour défendre le secteur privé togolais. Mais il se dit de plus en plus que l'Afrique n'est plus un continent de misère, un continent de maladies, mais un continent des opportunités. En tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, est-ce que vous le sentez? Vous êtes plus courtisé aujourd'hui qu'hier? Bien sûr, vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, les opérateurs économiques européens qui, dans le temps, ne s'intéressaient pas du tout aux opérateurs économiques africains, commencent à nous faire la cour. Et vous verrez, c'est le 26, 27, 28 juillet, vous verrez, beaucoup d'opérateurs économiques vont venir vers Marseille en vue de pouvoir nouer des relations d'affaires. Cela veut dire qu'aujourd'hui aussi l'Europe prend le cap de l'Afrique à travers l'ensemble des affaires qu'on pourra faire ensemble. On aura peut-être l'occasion pour parler spécifiquement de ce volet. En ce qui concerne le Togo, est-ce que c'est notre sujet aujourd'hui? Est-ce que c'est un pays d'opportunité aussi aujourd'hui? Au regard de ce qu'on voit depuis quelques mois, le Togo inspire confiance? Le Togo est un grand pays d'opportunités. Et je vous assure que très estimé des opérateurs économiques étrangers. Quoi qu'on dise, malgré les problèmes que nous rencontrons, les opérateurs économiques étrangers arrivent. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que la Chambre de commerce et d'industrie du Togo veut initier une phase pilote agropole soutenue par un opérateur économique étranger qui a fait une semaine, qui a séjourné une semaine au Togo et arrivé avec les financeurs pour appuyer la CCIT à atteindre ses objectifs. Voilà un exemple pour vous dire comme le voit. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi le Togo semble être une destination prisée, selon ce que vous dites, pour les opérateurs? J'ai tenu la fois dernière, quand j'ai reçu les dirigeants, les responsables de l'opposition, je leur ai dit tout simplement que le Togo est béni naturellement, et ce qui se passe est extraordinaire. Quand nous sortons, ce qu'on dit du Togo est différent de ce que les Togolais eux-mêmes disent du Togo. Le Togo est très apprécié et je vous assure que, d'ailleurs même les Sénégalais qu'on a reçus la fois dernière pour les journées sénégalo-togolaises, mais ils étaient émerveillés de voir que le Togo avait avancé, sérieusement avancé. Et le président de la Chambre de commerce de Dakar me dit, mais président, comment se fait-il que malgré tout ce développement, on sent autres informations, les informations négatives en direction du Togo? Mais comment vous expliquez ce contraste entre
la perception que les étrangers ont du pays et ce que... Je pense que c'est le manque de confiance entre l'opposition et le pouvoir. Et je pense qu'il faille faire un grand travail pour qu'ils s'entendent et qu'ils dialoguent assez. Et si possible, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas du tout pour qu'on puisse avancer. Moi, je pense aussi que le fait de ne pas... vous voyez, pour le but de toute opposition, c'est d'accéder au pouvoir. Et l'attente étant assez longue, et on prend d'autres chemins pour vraiment donner une image assez négative et pour accéder, si possible, au pouvoir. Mais je dis que l'espoir est permis. L'espoir qu'il y ait vraiment une entente entre pouvoir et opposition, cet espoir est permis. Et je suis sûr que dans un avenir très proche, ils vont trouver la solution. Je dis que la solution est beaucoup plus togolaise qu'étrangère. On va revenir à la solution dans un instant, mais le diagnostic, parce que le sujet du jour sont les impacts économiques de la crise politique. Vous aviez, il y a quelques mois, commandité une enquête sur ces impacts de la crise sociopolitique et les résultats sont sans appel. C'est une crise qui nuit gravement au secteur économique. Oui, 9 mois de troubles sociopolitiques, je pense que c'est un temps assez long. Et nous avions cru que ça serait une histoire de 1 ou 2 mois et les protagonistes devaient s'entendre très rapidement. Mais ça a été vraiment une longue attente et l'opérateur économique togolais qui a les charges fixes, n'ayant pas possibilité de faire améliorer ses recettes, se voit dans des problèmes. D'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à commanditer cette enquête pour voir réellement l'impact de l'opérateur économique togolais par rapport à l'impact de cette crise vis-à-vis du secteur privé. Et aujourd'hui, les résultats sont clairs que 35 à 45% des opérateurs économiques disent qu'ils ont perdu au moins la moitié de leur chiffre d'affaires. La moitié, c'est colossal. C'est colossal. Et je suis tellement ému que je ne sais que faire. Parce que moi-même, je le ressens. La façon dont progressivement, je suis en train de me défaire de certains agents, ça me fait tellement mal. Parce que tout le monde devait comprendre que c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emplois. Donc vous voulez dire que la crise a amené certaines entreprises déjà à se séparer, à faire des compressions? Bien sûr, certaines entreprises, dont la mienne, nous avons... Mais la majorité silencieuse, c'est beaucoup plus nous, le secteur privé, qui, quand vous prenez un opérateur économique, il a en charge plus d'une 50aine de personnes, chez lui à la maison d'abord, dans sa famille et autres. Et si vous prenez maintenant les agents, ses propres employés, vous voyez les ramifications qu'il y a autour d'un opérateur économique. Donc, nous devons préserver ce secteur et faire en sorte que demain, tout le monde puisse bénéficier. Parce qu'on dit, et je le dis, que le dénominateur commun du secteur de l'opposition et du pouvoir, c'est le secteur économique. Donc c'est le secteur privé. Alors, si nous n'arrivons pas à payer nos impôts, où est-ce qu'ils vont prendre l'argent pour faire leur politique lorsqu'on est au pouvoir? Donc, je pense que le secteur privé doit être totalement bien enveloppé, entretenu, pour que
ce secteur ne soit pas fragilisé. Les entreprises commencent par mettre la clé sous le paillasson, ferment. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est beaucoup d'entreprises, ce n'est pas certaines entreprises. Beaucoup d'entreprises ferment leurs portes parce que ça ne va du tout pas. Et d'ailleurs, on nous annonce demain Togo mort. Ça, je trouve ça vraiment anormal. Anormal parce que lorsque le secteur privé lance ce cri d'alarme, on devrait vraiment temporiser et avancer dans le sens du dialogue, avancer dans le sens du compromis, car nous pensons que la solution n'est pas auprès des chefs d'État étrangers, mais la solution sera beaucoup plus togolaise. Oui, on va en parler. Mais ce tableau-là que nous sommes en train de peindre, est-ce que ça ne va pas ralentir les investissements? Est-ce que ces informations perçues à l'extérieur, ça ne va pas donner envie d'investir? Mais bien sûr, il n'y a que certains investisseurs étrangers qui sont tellement solides. Celui-là dont je parlais, qui est venu soutenir la Chambre de commerce, il est turc. Mais les autres Européens, quand ils entendent vraiment les cris de détresse d'un pays, ils ne viennent pas. Comme dirait l'autre, l'argent n'a pas besoin de bruit. Lorsqu'il y a bruit, l'argent disparaît. Quelqu'un me l'a dit aussi, c'est le président du patronat togolais, Laurent Tamegnon, que nous avons rencontré dans un entretien diffusé d'ailleurs sur nos antennes. On va suivre ce qu'il dit des impacts économiques de la crise sociopolitique. On écoute Laurent Tamegnon. À tout de suite. La crise sociopolitique a des conséquences douloureuses sur les activités économiques et le bon déroulement des affaires. C'est pourquoi une solution doit être rapidement trouvée par les différents protagonistes de la crise pour le retour d'un environnement apaisé. Nous avions forcément besoin de la paix pour que les activités économiques puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Ainsi, dans le cadre de logique ou d'intervention du plan stratégique, le patronat a internationalisé la crise socio-politique afin de minimiser les effets négatifs sur l'atteinte des résultats. Les actions à mener sont donc pour la plupart indépendantes de la crise. Il est prévu dans l'orientation stratégique le développement des PMI et des PMI pour qui nous nous battons jour et nuit en sollicitant des apports financiers pour leur développement. Et c'est surtout au niveau de la mobilisation des ressources que le problème majeur est lié à la crise socio-politique. Comme on le dit, vous le savez bien, l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit, dit-il, le président du patronat. Ça veut dire que le problème est sérieux, mais est-ce qu'on a pris conscience au niveau des pouvoirs publics de ces impacts économiques très négatifs de la crise politique? Et déjà, avec le geste de C14, de la coalition de l'opposition, des 14 partis de l'opposition, la fois dernière, donc avant-hier, prouve qu'ils sont quand même réceptifs par rapport à la problématique du secteur privé.
Et je tiens à remercier Madame Adia Bongo et le reste des présidents de ce collectif qui étaient venus au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour qu'on en débatte. Oui, justement. Qui a pris l'initiative? C'est vous qui les avez invités ou c'est eux qui sont venus vers vous? Nous avons fait l'enquête de l'impact de cette crise sur le secteur privé togolais. Et les résultats étant alarmants, nous avons pris sur nous cette initiative d'envoyer le résultat à tous les partis politiques, y compris UNIR. On a envoyé aussi aux chancelleries de ce pays. Et évidemment, le président de la République, le Premier ministre et d'autres autorités compétentes togolaises, nous leur avons envoyé ce résultat. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise campagne? En faisant cela? Oui. Non, ce n'est pas une campagne, et une mauvaise campagne. Pourquoi? Parce que moi, je me présente comme, je leur ai dit la fois dernière, le secteur privé est enfant de l'opposition et du pouvoir. Et à partir de là, lorsque l'enfant lance un cri d'alarme, on devrait savoir qu'il y a problème, qu'il faille apporter une solution adéquate. Donc, c'est dans ce sens-là, le cri d'alarme, c'est le fait d'envoyer le résultat, parce que si on ne le fait pas, demain on nous dira, lorsque vous avez eu connaissance de la situation alarmante du secteur privé, est-ce que vous avez envoyé ce résultat pour que nous puissions être informés de cette situation alarmante? Donc, c'est le but de notre initiative. Oui. Et le fait que l'opposition ait réagi, je pense que c'est une bonne chose. Mais je tiens à vous dire que le chef de l'État a réagi aussi. Voilà. Donc, lui n'est pas encore venu à la Chambre ou peut-être non, il y a eu des échanges interposés pour dire qu'il a reçu le résultat et qu'il est en train de travailler dans ce sens pour qu'on puisse être allégé. Oui. Et le cadre de concertation publique-privée, dans le cadre de concertation publique-privée que le chef de l'État a créé, nous nous sommes réunis il y a de cela 2 semaines et nous avons débattu aussi de ce problème de l'impact qui est très négatif pour le secteur privé. Ça veut dire que le gouvernement, le chef de l'État, ils sont au courant, ils sont au fait. Hein, bien sûr, ils sont au fait. De cette photographie. Bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qui doivent être plus au fait, c'est le pouvoir, parce qu'ils voient combien de fois l'OTR traîne à mobiliser les recettes. Voilà, l'Office togolais des recettes a des problèmes vis-à-vis du recouvrement des recettes, parce que l'opérateur économique se sent mal. Et des fois, nous vendons nos biens pour payer les impôts. Parce que, quoi qu'on dise, vous avez fait des recettes ou pas, vous devez payer les impôts. C'est clair. Donc c'est pourquoi on dit que si nous sommes fragilisés et qu'on arrive à une situation où on est amené, la plupart des entreprises ferment, alors il y aura problème pour le pays. Les emplois, ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Les 60 000 fonctionnaires d'État, c'est absolument rien vis-à-vis de ce que crée le secteur privé comme emploi. Vous me prenez, moi, 350 emplois minimum, multiplié par le nombre des milliers d'entreprises. Vous voyez combien ça va donner? C'est ça qu'il faille prendre en compte et savoir que nous n'avons pas intérêt à fragiliser le secteur privé. Mais dans une certaine mesure, parce que nous sommes en politique, est-ce que l'opposition ne va pas se dire que ces objectifs sont atteints en créant, en tout cas, le résultat que nous avons aujourd'hui, un pays malade économiquement? Pas du tout. S'ils ont la chance de prendre le pouvoir, ils verront qu'ils auront de la merde à gérer ce pays. Ça, c'est clair.
ce n'est pas ça. Que personne ne soit content d'avoir fragilisé le pays. C'est important ce que je dis. Parce que nous avons besoin de sérénité, nous avons besoin de paix pour faire avancer ce pays. Et je dis que je ne donne pas raison à un parti donné, mais je dis qu'il faille créer les conditions nécessaires de dialogue pour que les choses aillent de l'avant. Et je répète encore, ce n'est pas un chef d'État étranger qui va vraiment résoudre le problème togolais. C'est nous-mêmes. Soyons disposés à comprendre que si nous nous asseyons autour d'une table, on est capable de tout. Et d'ailleurs, le geste de l'opposition en venant à la Chambre de commerce m'a réconforté parce que le fait qu'ils aient compris que le secteur privé joue un rôle primordial dans le pays, c'est déjà bon. Et ils doivent continuer à réfléchir dans ce sens pour ne pas fragiliser. Et la grève de demain n'a pas raison d'être. Pas la grève. L'appel au pays mort oui. n'est pas une bonne chose. Mais avant de trouver une solution, il faut situer les responsabilités. Vous, la situation dans laquelle les entreprises, les privés, le secteur privé se retrouve aujourd'hui, une situation déplorable. C'est à qui la faute? À qui attribuez-vous le tort? Ben, si je vous donne une réponse, je deviens politicien. Je ne suis pas un politicien. J'ai la casquette de président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Donc, un représentant du secteur privé togolais. Les opérateurs économiques ne font pas de la politique, mais ils font du business. Alors, quels sont ceux qui font la politique? L'opposition, le parti et le parti au pouvoir. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on doit? C'est à eux de voir ce qui ne va pas et s'entendre. Moi, je dis que je vais mal en tant que secteur privé et que si je vais mal, alors demain, le pays risque de sombrer. Parce que tout le monde a besoin du secteur privé pour grandir économiquement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de cajoler bien l'enfant secteur privé des deux côtés. Et quand il y a grève, ou non, pas grève, quand il y a manifestation publique, il faut qu'on fasse ces manifestations dans un cadre réglementaire pour que l'économie n'en pâtisse pas. Oui, mais de façon toute réserve gardée. Est-ce que la responsabilité des pouvoirs publics n'est pas plus grande? Parce que c'est eux qui ont la charge de gérer le pays. Est-ce qu'ils n'ont pas tort d'avoir laissé pourrir la situation? Et vous me piégez toujours, parce que il n'y a pas de piège, vous remarquez sur le plateau. Le parti au pouvoir doit prendre ses responsabilités. L'opposition aussi doit prendre ses responsabilités. Et en jouant chacun un bon rôle, alors vous verrez que nous, en tant que secteur privé, on se portera bien et on va engranger beaucoup de moyens pour le développement économique de ce pays. Quoi qu'on dise, l'opérateur économique togolais est très entreprenant. Laissez-nous la paix. Donnez-nous la paix, vous verrez ce qui va se passer. Parce que depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, les soubresauts ne font que déstabiliser le secteur privé. Et c'est un constat amer pour nous, parce que chaque fois qu'on veut prendre de l'envol, alors une crise naît et on retombe très bas. C'est ce qui est vraiment déplorable pour le cas du Togo. Oui. Donc, vous avez accepté de recevoir les leaders de la coalition des 14 partis de l'opposition la semaine dernière. Concrètement, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Oui, nous leur avons dit clairement que la situation est grave. La situation du secteur privé est invivable. Et
qu'il faille très rapidement trouver une solution en vue de nous permettre d'évoluer. Et on leur a dit que l'accalmie constatée ces derniers temps nous a permis d'avoir de l'espoir. Et on voudrait qu'ils puissent vraiment maintenir cette accalmie, coûte que coûte, en vue de nous permettre de décoller. Voilà ce qu'on a dit. Et franchement, ça a été une discussion de haut niveau on a pris 1 heure du temps à huis clos à discuter sur l'avenir du pays et avant de permettre aux mass médias de venir on va faire un point de presse. Oui, nous avons fait un point de presse concernant cela. Sans dévoiler le secret du huis clos, comment les avez-vous trouvés quand vous avez discuté en aparté? Est-ce qu'ils se sont sentis concernés par ces impacts négatifs? Est-ce qu'ils ont compati? Oui, ils ont compati. Ils ont compati. Et en même temps, ils ont dit qu'ils se placent comme des chirurgiens qui sont obligés de crever l'abcès pour pour guérir cette plaie-là. Et je leur ai dit que nous avons dépassé l'étape de plaie. Le secteur privé, là, ce n'est pas une plaie que nous avons. Nous avons plus qu'une plaie. Ils n'ont pas les moyens pour crever l'abcès là. Actuellement, pour le secteur privé, nous sommes au bord du gouffre. Donc vous avez besoin de réanimation plutôt? On a besoin de réanimation. C'est l'accalmie dont on a besoin. Et annoncer Togo mort demain n'est pas une bonne chose. Si c'est pour crever l'abcès avec ça, nous n'avons pas l'abcès sur nous. L'abcès, c'est l'abcès. Non, ce n'est plus le cas de l'abcès. C'est autre chose qu'il faille apporter. Voilà. Donc, malgré la rencontre que vous avez eue avec la coalition de l'opposition, ça veut dire que vous l'avez souligné, un appel à un pays mort a été maintenu, ça veut dire que vous n'avez pas été écouté. Et dire que nous n'avons pas été écoutés, je mets ça entre guillemets, parce que nous les avons sentis assez responsables. Assez responsables, je me suis dit qu'ils ont programmé ça depuis et rompre cela immédiatement ferait quelque chose de pas normal. Et à partir de là, ils ont maintenu ça quand même. Mais je pense qu'ils comprendront demain que trop faire de manifestations pour bloquer l'économie n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une solution. Parce que nous sommes responsables. Hein, quand vous voyez les opérateurs économiques, ils savent. Avant, c'est le 19 août, non? Ou bien avant le 19 août 2017. Avant 19 août 2017, nous avions de l'espoir. Le secteur privé avait de l'espoir. L'espoir de grandir. Et nous avions et chacun pris vraiment des contacts et des partenaires, avec des partenaires qui étaient prêts à venir faire plein de choses avec nous dans ce pays. Et à partir du 19 août, tout est perdu. Tout est totalement perdu. Parce qu'ils ont beaucoup. Il faut demander, c'est pas moi en tant que président de la Chambre de commerce, j'écoute, je reçois. Et ce qui était fait, je sais. Donc, je vous en prie, si on avait de l'espoir avant le 19 août et qu'après, on n'a pas du tout espoir et qu'on pense nous donner un lendemain meilleur, alors je dis qu'il y a problème. Certains disent qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Si l'opposition, la seule façon pour elle de se faire entendre, de faire accepter ses revendications était ces manifestations qui ont des effets collatéraux. Nous disons aussi que lorsque on a la force nécessaire, il faut, je pense que les élections sont
un moyen indispensable pour arracher le pouvoir. Mais si les conditions ne sont pas... Créer les conditions, nous avons vu des cas clairs comme Dakar, Sénégal et autres, Abdoulaye Wade, qui chaque fois revenait, a eu finalement gain de cause. Bon, ce que vous êtes en train de m'amener vers la politique, et ça me fait mal ici. On va vraiment marquer une parenthèse pour dire que nous, secteur privé, nous voulons la paix, nous voulons la cohésion, que l'opposition et le pouvoir s'entendent pour nous ramener la paix et nous allons leur ramener le développement. Mais la rencontre que vous avez eue avec la coalition de l'opposition la semaine dernière, au fond, est-ce que ce n'est pas avec le gouvernement que vous devez discuter, avec le parti au pouvoir qui doit considérer les revendications de l'opposition? Non, le gouvernement a mis en place le dialogue entre secteur privé et secteur public. Un cadre de concertation et on se réunit chaque mois pour discuter de nos problèmes. Donc vous leur avez déjà fait part on n'en fait pas. C'est pourquoi on a déjà écrit le ministre des Finances, qui est le président de ce cadre de concertation, et a déjà les résultats. Et le Premier ministre, le président de la République. Quel commentaire le gouvernement fait de la situation? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous promettent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est de travailler pour créer cette cohésion comme ceux de l'opposition nous ont dit avant-hier. Donc pour cela, je me dis qu'il y a du travail à faire. Donc, pour le résultat positif qu'on doit avoir demain, monsieur le journaliste, ce n'est pas à l'étranger, comme je l'avais dit tantôt. C'est entre eux. Que le président de la République fasse, si possible, appel à cette opposition, qu'il reste, qu'il discute. C'est très important. Ou si le président de la République ne fait pas cela, que Brigitte Adjamago dise, en tant que président de la coalition, je veux rencontrer le chef de l'État. Il y aura solution. Si il y a de cette démarche, je vous assure qu'il y aura la paix. Mais vous avez parlé d'une crise de confiance entre les deux camps. Dans ces conditions-là, est-ce qu'il ne faut pas forcément une troisième voie pour les réunir? Et cette troisième voie qui est venue, qu'est-ce que ça a? Justement, cette troisième voie, alors c'est pourquoi, vu que chaque fois le troisième voie arrive et on ne trouve pas, on est passé de l'APG depuis le Burkina, plein de... politique globale. Oui, l'accord politique global, tout ça, ça a donné quoi? Donc, il faut laisser ça pour dire que on peut